Mesdames, Messieurs, bonjour. Restructuration ou pas du rassemblement après la disparition de son leader, Etienne Tshisekedi. La question a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Finalement, cette grande plateforme de l'opposition a désigné comme président Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi comme président du Conseil de sages. Pour parler de la situation du rassemblement, nous recevons pour vous l'un des vice-présidents du G7, à savoir l'honorable Christophe Lutundula. Dites-nous, honorable Lutundula, un président à la tête du rassemblement à la personne de Félix Tshisekedi et un président du Conseil des sages à la personne de Pierre Lumbi, on a du mal à maîtriser finalement qui fait quoi. Un petit éclairage à propos. Tshisekedi exerçait en lui-même, incarnait en lui-même deux facettes du travail à faire. D'abord, il y a le leadership politique, le chef d'une famille politique, le rassemblement. Ensuite, il y a une autre facette qui se trouve justifiée et traduite dans l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord du 31 décembre 2016. C'est celle du président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral qui sont en fait des éléments qui entrent dans l'ordre institutionnel. Nous avons voulu bien faire la chose parce qu'on ne remplace pas Tshisekedi, on n'aura jamais assez dit ça, mais on lui succède. Donc le leadership politique, l'autorité qui dirige le rassemblement comme famille politique, c'est Tshisekedi Félix Tshilombo, qui est président du rassemblement, avec pour mission d'assurer le bon fonctionnement du rassemblement, sa bonne marche, l'unité du rassemblement, d'être son porte-parole et de veiller à ce que nous atteignions des objectifs qui ont été fixés et d'exercer, si vous voulez, la supervision générale sur ces activités. Et puis vous avez notre organe de concertation de toutes les plateformes, de décision, d'orientation et de contrôle. Ça, c'est le Conseil des sages. Et même dans l'acte originel, l'acte d'engagement de Genval, c'est cette mission-là qui a été confiée au Conseil des sages, parce qu'à l'époque, il ne se posait pas le problème de leadership, étant donné que Tshisekedi lui-même était vivant et incarnait cette autorité de direction de leadership. Et le Conseil est un organe collégial, avec les représentants de chaque plateforme, le président et 3 vice-présidents. Et parce que dans l'accord de la Saint-Sylvestre, au chapitre 6.2.2, il est clairement indiqué au paragraphe 3 que le Conseil national de suivi le CENSA est présidé par le président du Conseil des sages du rassemblement. Donc Pierre Lumbi a aussi cette peau, cet héritage institutionnel. Voilà comment ça se présente. Et à la fin, évidemment, sur le terrain, nous avons notre exécutif, la coordination, dirigée par un coordonnateur, assisté par 4 coordonnateurs adjoints. Après le décès de Etienne Tshisekedi, la majorité présidentielle estime que le poste du président du Conseil national de suivi de l'accord doit faire à nouveau objet d'un consensus, d'autant plus que à son temps, il a été accordé à Etienne Tshisekedi pour son combat politique. Qu'adviendra-t-il si la MP insistait à tout prix sur un consensus autour du président du Conseil national de suivi de l'accord? Cela n'est pas possible pour 2 raisons. La première raison, commençons par l'accord. Il est clairement dit, je viens de vous donner la clause, que le Conseil national de suivi le CENSA sera présidé par le président du Conseil des sages. C'est ès-qualité. Et je vous dis que ce Tshisekedi lui-même, un bon juriste, un homme expérimenté, qui n'a pas voulu qu'on personnalise cette fonction-là, il a dit « enlevez mon nom, mettez tout simplement président du Conseil des sages ». Deuxième raison, c'est comme qui dirait ceux qui vont désormais diriger le rassemblement doivent faire l'objet d'un consensus général de la classe politique. Je ne sais pas dans quel pays cela existe, dans quelle démocratie,
Ça veut dire aussi que nous devons émettre notre avis sur ceux qui dirigent la majorité présidentielle, ceux qui dirigent les autres composantes, les autres partis politiques. Le président de la République, sa famille politique n'ont aucun droit de regard, aucun veto sur ce que nous décidons en notre sein. C'est une association privée. Il tire seulement la conséquence, dire on a sorti Pierre Lumbi parce que l'accord dit que c'est le président du Conseil des sages, qualité, automatiquement, Pierre Lumbi est là, point à la ligne. Et je voudrais rassurer tout le monde que nous ne sommes pas ignorants du fait qu'il y a une éthique dans chaque fonction d'État. Quand on est en charge d'une institution, qu'elle soit politique au sens des institutions prévues à l'article 68 de la Constitution, ou une institution d'appui à la démocratie, en vertu de l'article 222 de la Constitution, il y a une éthique de sa fonction. On ne va pas diriger une institution d'État avec un militantisme. Et dans cette période très délicate, il faut un homme qui rassure tout le monde, qui se maintenir l'équilibre, qui permet à ce que nous allions à la fin du programme assigné aux institutions de la transition pour que nous ayons des élections apaisées. Et c'est pour cela, justement, qu'on a pris Pierre Lumbi, parce qu'il peut rassembler, il peut donner toutes ces garanties à tout le monde. Vous voyez, donc, dans ces fonctions, qui sont en fait des fonctions quelque part aussi techniques. Ce n'est pas pour crier militant de ceci ou traduire les positions de sa famille politique. Non, ça doit être un homme qui a la capacité de synthèse. Voilà. L'élection de Félix Tshisekedi et de Pierre Lumbi n'a pas fait l'unanimité au sein même du rassemblement. La preuve en est qu'une autre frange de cette plateforme a porté son dévolu sur Joseph Olenga-Nkoy. Cette division au sein du rassemblement ne va-t-elle pas constituer un mobile pour la majorité présidentielle de ne pas appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre? Le président a dit qu'il veut recevoir, moi je l'appelle comme ça, la nouvelle direction du rassemblement qui lui amène le dossier du Premier ministre. Nous disons OK, et nous avons toujours demandé ça, parce que quand vous lisez la clause de l'accord, le chapitre 3.33, vous ne trouverez pas l'idée ou la clause selon laquelle le Premier ministre est présenté à la majorité présidentielle. Il est présenté au président de la République, à l'institution président de la République. Donc notre interlocuteur, notre interface, c'est le président de la République, pas la majorité présidentielle. C'est ce qu'on faisait jusque-là, qui n'était pas tout à fait conforme à la lettre et à l'esprit de l'accord. Nous notons que cela est positif et très rapidement, nous allons former une équipe, une délégation, conformément à notre organisation, pour aller rencontrer les chefs de l'État sur la question. On ne peut pas dire à ce stade d'ailleurs que le président a refusé la candidature de qui que ce soit. Donc ça, c'est positif. Maintenant, les raisons de dire qu'on est divisé, non, il faut faire attention. Nous ne sommes pas dans la culture de la Deuxième République. Nous ne sommes pas une organisation monolithique avec un papa fondateur qui dicte ce qu'il veut. Ce n'est pas comme la majorité présidentielle où on nous dit il y a des mots d'ordre du président. Non, nous sommes une association des plateformes et une association démocratique. Nous avons agi selon les règles. Il y a 9 plateformes qui ont signé l'acte de Genval. Ce sont ces plateformes-là qui ont le droit d'y apporter des ajustements, qui ont le droit de s'exprimer sur le choix des hommes qui doivent prendre en charge la gestion de notre mère commune, de notre plateforme commune, le rassemblement. Et ce qui a été fait conforme, toutes les 9 plateformes ont été là. Honorable, l'accord du 18 octobre prévoyait les élections pour avril 2018, tandis que celui du 31 décembre, c'était pour décembre 2017. À l'allure où vont les choses, à l'allure où vont les opérations d'enrôlement, beaucoup estiment que l'accord de la Cité de l'Union africaine était plus réaliste que celui que vous avez pu avoir au centre interdiocésain le 31 décembre 2016. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. L'accord du 18 octobre a été fait dans un autre esprit, dans une autre logique.
Non, non, on n'est pas d'accord avec ça. Et nous avons démontré dans la négociation que ce qu'ils ont dit était faux. Ça ne pouvait pas se faire comme ça si nous prenons des priorités l'élection présidentielle, l'élection des députés nationaux, l'élection législative nationale, l'élection des députés provinciaux. Et c'est clair, tout le monde a accepté, ne revenons pas à ce débat. Je note qu'il y a une évolution aussi positive, dans ce sens que les responsables de la CENI nous rassurent que les enrôlements avancent. Ils nous rassurent qu'en juillet, tout sera complet. Ils auront les fichiers électoraux. Ce n'est pas moi qui déclare, c'est le président de la CENI. C'est très bien. Et c'est positif aussi. Dans ce sens, le gouvernement a voulu nous amener dans des mensonges tout à fait grossiers en disant il faut 1,8 milliard. La CENI, le président de la CENI a recadré les choses, qu'il nous faut grand maximum 500 millions poussières de dollars pour la présidentielle, les législatives nationales et les provinciales. Cet argent, il est là, dans ce sens qu'on a déjà entamé une partie, parce que la CENI fonctionne. Les restes, c'est possible de trouver ça, et nous avons démontré que c'était possible. Donc, il est regrettable que d'autres paramètres, les paramètres de sécurité, les paramètres de décrispation politique, qui ne dépendent pas de la CENI, qui dépendent de ceux qui dirigent le pays maintenant, ne sont pas maîtrisés. L'économie s'y ajoute et on a l'impression qu'on joue sur la crise, sur la paupérisation de la population comme stratégie de blocage et stratégie de glissement. C'est regrettable, mais le rassemblement n'ira pas dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il est essentiel, comme le dit le peuple, qu'on ait l'application rapide, sans tarder, sans intermouvement de l'accord, de manière à ce que tous les autres paramètres soient dégagés et que les avancées actuelles de la CENI soient encouragées, soient consolidées pour qu'on aille aux élections. C'est encore possible. Après tout, nous ne sommes qu'au mois de mars. Honorable, une dernière question avant de nous séparer. Personnellement, continuez-vous à croire en l'alternance politique au Congo-Kinshasa? Et je ne dirais pas qu'elle est possible. Elle est nécessaire. Elle se fera, elle est incontournable parce que le peuple veut l'alternance, parce que la Constitution de la République veut l'alternance, parce que le rassemblement, et avec le rassemblement le G7, nous nous battons pour cela. Nous ne voyons pas ce qui va empêcher l'alternance. Et maintenant, plus que jamais, avec le progrès énorme réalisé dans l'accord, à savoir pas de référendum, pas de révision, pas de troisième mandat pour le président Kabila. Je crois que tout est clair. Qu'est-ce qui empêcherait qu'il n'y ait pas d'alternance? On prend du temps, mais c'est tout simplement prolonger l'agonie. Ça finira, c'est inévitable. Le Congo sera un pays véritablement démocratique, avec alternance par des élections crédibles, transparentes, ouvertes, pluralistes, libres, et il va se développer. Il va entrer dans la cour de grands, son peuple sera heureux, ou il ne le sera pas, eh bien ça ne sera même plus tourné à rond. C'est un suicide collectif, c'est très clair. Très chers téléspectateurs, merci de l'attention soutenue que vous avez dû accorder à ces numéros. Le prochain numéro d'entretien, c'est pour très bientôt. Au revoir.